Salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la méthode ZZ, donc je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi l'utiliser, et surtout dans quel contexte l'utiliser. Je vous donnerai mon propre avis sur la méthode, et évidemment, je vais vous montrer comment résoudre un Rubik's Cube avec la méthode ZZ, puisque voilà, c'est tout simplement le but de la vidéo, qui est un tutoriel. Alors, première chose à savoir, la méthode ZZ, c'est une méthode qui est relativement compliquée. Si vous débutez dans le Rubik's Cube, si ça fait par exemple même pas un an que vous en faites, ne regardez pas cette vidéo, ce sera une perte de temps. Allez bosser la méthode Friedrich, apprenez les OLL, les PLL, bossez vos F2L, peu importe, mais ne regardez pas ça, ce sera une perte de temps. Pour pouvoir comprendre la méthode ZZ et ses intérêts, il faut avoir de très bonnes bases en Friedrich. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on trouve dans la méthode Friedrich, qu'on va retrouver dans la méthode ZZ, et en plus de toutes les notions importantes, et pas forcément simples, de la méthode Friedrich, on va en rajouter une qui est extrêmement complexe en ZZ, et cette notion qu'on va rajouter, c'est qu'on va prendre en compte l'orientation des arêtes pendant toute la résolution, mais surtout pendant le début de la résolution. Donc pour faire simple, pour que cette vidéo sur la méthode de ZZ puisse vous être utile, je pense que déjà il faut que vous ayez beaucoup de connaissances en Friedrich, et surtout ce qui peut améliorer la méthode Friedrich. Par exemple, savoir ce que c'est qu'une COLL, une ZBLL, une X-Cross, savoir ce que c'est que des Winter variations par exemple, toutes ces choses-là. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, la vidéo ne vous servira strictement à rien. Et en plus de tout ça, il faut absolument que votre croix, donc la première étape de la méthode Friedrich, ne vous pose pas de problème. Je pense honnêtement que le minimum requis, c'est de pouvoir résoudre la croix à l'aveugle, après 15 secondes d'inspection. Donc vous regardez le cube, vous bandez les yeux et vous arrivez à faire la croix. Et j'insiste bien sur le fait que vous devez vous sentir extrêmement à l'aise sur la croix, parce qu'en fait avec la méthode ZZ, la première étape de la résolution du cube, elle sera beaucoup plus complexe qu'une simple croix en fait. Donc voilà, et sinon de manière générale, je pense honnêtement que ça ne sert à rien de s'intéresser à la méthode ZZ tant que vous n'êtes pas au minimum sub 20, voire sub 15 en Friedrich. Alors dans cette vidéo, on va tenter de répondre à une question. Dans quel contexte et pour quelle discipline officielle du speedcubing, il peut être intéressant de connaître la méthode ZZ? Pour pouvoir répondre à cette question, sans juste vous balancer ma réponse et pas me justifier, il faut savoir ce que c'est que la méthode ZZ, tout simplement. Donc, en gros, il y aura 3 parties dans cette vidéo. Une première partie qui sera surtout axée discussion autour de cette méthode. Une deuxième partie qui sera purement tutoriel, donc comment résoudre un cube avec la méthode ZZ efficacement. Mais vous verrez qu'à ce moment de la vidéo, on parlera surtout de la première étape de la résolution. Et une troisième partie, exemple de résolution. Une fois qu'on aura toutes les idées en tête, on va faire quelques exemples de résolution. Donc, pendant quelques minutes, je vais vous présenter la méthode sans trop rentrer dans le détail. Le but pour l'instant, c'est que vous ayez à peu près compris le principe de la méthode pour pouvoir comprendre l'intérêt de la méthode. Donc, la méthode ZZ se base sur un principe extrêmement simple dans la théorie, mais extrêmement complexe dans la pratique. C'est l'orientation des arêtes. Une arête, donc par exemple ici la jaune-bleue, elle n'a que 2 orientations possibles. Dans une des 2 orientations, on dit qu'elle est orientée, dans l'autre, on dit qu'elle est désorientée. Globalement, dans énormément de situations et dans énormément de disciplines du speedcubing, l'orientation des arêtes, c'est quelque chose qui joue un rôle très important, et on la retrouve partout. Par exemple, en FM, Fewest Move, tout est plus simple quand on a nos arêtes qui sont orientées. Donc on va souvent chercher à orienter nos arêtes. Au 4x4 et au 6x6, on peut se retrouver avec un cas de parité, où une arête toute seule est désorientée. Donc là, on parle encore d'orientation des arêtes, donc on retrouve cette notion. Et au 3x3, un exemple que vous connaissez forcément, on essaye souvent d'orienter les arêtes jaunes à la fin des F2L, que ce soit pour éviter un OLL point ou pour forcer un OLL cross. Donc on a plein de cas, il y en a encore plein d'autres, mais voilà, etc. Alors dans certains cas, c'est facile de voir si une arête est orientée ou non, et ça semble intuitif. Par exemple ici, on comprend bien que cette arête, elle n'est pas orientée, puisqu'elle est au bon emplacement, mais dans le mauvais sens. Alors que les autres arêtes de l'équateur, celle-ci, etc., on comprend qu'elles sont orientées parce qu'elles sont résolues. Donc forcément, si elles sont résolues, c'est qu'elles sont orientées. On comprend aussi que sur la face jaune, on a 3 arêtes qui sont orientées, puisque le jaune est vers le haut, ça semble assez intuitif, et une qui n'est pas orientée ici. Donc on a 3 arêtes qui sont orientées et une 4e qui ne l'est pas. Donc on constate ici une première chose qui est extrêmement intéressante et qu'il va falloir mémoriser. On a forcément un nombre pair d'arêtes désorientées et un nombre pair d'arêtes orientées. Peu importe la position des pièces sur le cube, on aura toujours un nombre pair d'arêtes désorientées.
Ici, par exemple, le nombre d'arêtes qui sont désorientées sur ce cube, c'est 2. Puisque toutes les arêtes de la face blanche, donc les 4 de la croix, sont forcément orientées puisqu'elles sont résolues. Les 3 de l'équateur sont résolues. Ici, on voit bien qu'elles sont orientées. On a 2 arêtes. 2 est bien un nombre pair. Donc, ça colle avec ce que je viens de dire. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais quand on a un cube qui est mélangé, comme celui-ci, par exemple, on n'arrive pas à voir du premier coup d'œil quelle arête est orientée et quelle arête n'est pas orientée. Donc, je vais vous expliquer comment reconnaître si une arête est orientée ou pas. C'est la base de la méthode ZZ, c'est quelque chose qui vous servira forcément dans le speedcubing de manière plus générale. Donc, il faut absolument maîtriser cette notion. Croyez-moi, c'est important. Alors, pour reconnaître si une arête est bien orientée ou pas. Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire, une arête qui est bien orientée. Une arête qui est bien orientée, c'est une arête qu'on peut résoudre uniquement avec des mouvements R, L, D et U. Donc en gros, quand vous prenez la face qui est devant vous, uniquement des mouvements, des tranches qui sont, enfin des colonnes qui sont ici et ici, et des lignes qui sont en bas et en haut. Donc R, U, L, D. Petit exemple, ici. Blanc, orange. Elle doit aller là. Donc on va essayer de l'amener ici uniquement avec des mouvements R, U, L, D. Donc on n'a pas le droit de faire un F', là vous voyez, F', ça la résolverait. Mais partons du principe qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc si on veut l'amener ici, juste avec des mouvements R, U, L, D, on ferait L, D. Et elle arrive, mais elle n'est pas résolue, elle est dans l'autre sens. Donc, cette arête n'est pas orientée. Celle-ci, blanc, bleu, est-ce qu'on arrive à l'amener ici, dans le bon sens, uniquement avec des mouvements R, U, L, D? On y arrive, cette arête, elle est orientée. Vous pouvez essayer avec pas mal d'arêtes et vous comprendrez ça assez facilement, je pense. Mais maintenant, vous allez me dire, on va pas pouvoir prendre un cube et toutes les arêtes, on va se dire, est-ce que je peux l'amener dans son emplacement dans le bon sens uniquement avec des mouvements R, U, L, D? C'est pas possible de faire comme ça. Donc, il y a une méthode. Chaque arête va avoir ce que je vais appeler une couleur dominante. Donc, la couleur dominante, c'est soit la couleur qui est sur la face du haut ou la face du bas, donc du blanc ou du jaune, soit pour les arêtes qui sont normalement sur l'équateur, vous voyez par exemple l'arête qui doit aller là, elle a du orange et du bleu, donc elle n'a pas de blanc ou de jaune. Donc la couleur dominante, c'est soit le blanc ou le jaune, soit la couleur qui est devant nous ou derrière. Donc par exemple, sur cette arête, la couleur dominante, c'est le blanc. Sur cette arête, la couleur dominante, c'est le orange. Sur cette arête, la couleur dominante, c'est le jaune. Sur cette arête, la couleur dominante, c'est le jaune. Ici, la couleur dominante, vous voyez sur cette arête-là, la couleur dominante, c'est le jaune, etc. Donc si je me mets ici, évidemment, cette arête, la couleur dominante, c'est le rouge. Mais par contre, regardez, si je me mets ici, je change la phase de référence. Donc la couleur dominante, ça sera plus l'orange, puisque je vous ai dit que c'est la couleur de la face de devant. Donc sur cette arête, ce sera le bleu. Donc on comprend que on va s'intéresser à un point de référence. Donc ici, je vais prendre par exemple la face orange, mais je vous expliquerai plus tard que en fait, on a le droit de choisir. Et c'est même très conseillé de choisir quand on fait du ZZ. Donc, la couleur dominante, pour les arêtes qui sont sur l'étage du haut et l'étage du bas, une arête est orientée si sa couleur dominante pointe vers le haut ou vers le bas. Ici, le blanc est la couleur dominante, il pointe vers le haut, l'arête est orientée. Ici, la couleur dominante est le orange est vers le haut, l'arête est orientée. Ici, jaune, vers le haut, l'arête est orientée. Ici, c'est jaune, il n'est pas vers le haut puisqu'il est derrière, l'arête est désorientée. Et sur la face du bas, celle-ci est orientée, celle-ci ne l'est pas puisque la couleur dominante est le rouge, celle-ci ne l'est pas, et celle-ci, elle est bien orientée. Donc déjà là, vous savez comment savoir si les arêtes qui sont en haut et en bas sont orientées ou non. Maintenant, pour celles qui sont sur l'équateur. Donc pareil, on va s'intéresser à la couleur dominante. La couleur dominante, alors l'arête est orientée si la couleur dominante est vers nous ou derrière. Ici, couleur dominante rouge, il est devant, l'arête est orientée. Donc je me répète, mais on peut l'amener dans son emplacement uniquement avec des mouvements R, U, L, D, et elle arrivera résolue. Ici, elle ne l'est pas, puisque la couleur dominante est le blanc, et il est vers la gauche. Et les deux derrière, voilà, on comprend directement qu'elles sont orientées, puisque les deux ont du blanc, et le blanc est derrière.
Donc voilà, vous savez reconnaître si une arête est orientée ou non. Donc mélangez votre cube, entraînez-vous, c'est très important. Si vous avez encore du mal là-dessus, quand on va parler justement de la résolution d'un Rubik's Cube en ZZ plus tard, vous allez avoir beaucoup de mal à suivre. Donc mélangez votre cube et essayez le plus rapidement possible de sortir le nombre d'arêtes qui sont désorientées. Vous le mélangez, vous regardez et vous vous chronométrez. Par exemple, au bout de 10 secondes, vous allez dire « Ok, là, j'en ai 8 qui sont désorientés ». Et vous vous entraînez. Peut-être que, justement, vous le remélangerez. Et ensuite, au bout de 7 secondes, vous arriverez à connaître exactement le nombre d'arêtes désorientées, etc. Chose importante, le nombre d'arêtes qui ne sont pas orientées change en fonction de si on prend orange, rouge devant nous et derrière, ou vert, bleu devant nous et derrière. Forcément, puisque les couleurs dominantes vont changer. Donc voilà. Alors maintenant qu'on sait reconnaître si une arête est bien orientée ou non, à quoi ça va nous servir? Et bien en fait ça va nous servir parce que dans la méthode ZZ, on va vouloir orienter nos arêtes directement dès le début de la résolution. Donc vous savez comment reconnaître les arêtes qui sont désorientées. Vous ne savez pas encore comment les orienter, mais ça j'y reviendrai beaucoup plus tard dans la vidéo. Pour le moment, le but c'est juste de discuter sur la méthode ZZ pour que vous compreniez bien le principe. Donc, la première étape de la méthode ZZ, c'est de faire ce qu'on appelle une EO-line. Alors qu'est-ce que ça veut dire EO-line? EO, c'est pour EO, tout simplement, et line, c'est pour ligne. Il n'y a pas plus simple. Donc on veut faire ça. On veut faire une ligne sur la face du bas, et non pas une croix comme on fait en Friedrich, avec toutes les arêtes qui sont orientées sur le cube. Regardez, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez. Là, toutes les arêtes sont orientées. Les couleurs dominantes, c'est soit blanc ou jaune, et pour les arêtes qui n'ont pas de blanc ou jaune, c'est bleu ou vert. Et donc toutes mes arêtes sont orientées. Donc, on veut faire une ligne perpendiculaire à nous sur la face du bas, entre la face F et la face B, comme ça, avec toutes les arêtes orientées. C'est une étape qui est globalement un peu plus longue qu'une croix normale, mais de temps en temps on aura des cas plus faciles que d'autres, et il arrive même que les O-line soient plus rapides à faire qu'une croix. Et donc, quand je vous expliquerai par la suite dans le tutoriel comment faire cette EO-line, qui est assez complexe, parce qu'il faut à la fois orienter toutes les arêtes du cube et en placer deux au bon endroit, normalement vous n'aurez pas de souci pour reconnaître les arêtes qui doivent être orientées. Maintenant, une fois qu'on a ça, la deuxième étape de la méthode ZZ, c'est de résoudre les F de L. Vous allez me dire, comme en Friedrich. Mais non, pas comme en Friedrich. Parce que là, on n'a pas une croix, mais on a une ligne. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on finit la croix, et on fait des F de L qui vont être très simples parce que les arêtes sont orientées. Et ça, vous allez finir par le comprendre parce que je vais y revenir souvent dans la vidéo. Donc soit on finit la croix en mettant les deux dernières arêtes, alors ça va être assez facile puisque comme elles sont orientées, les deux dernières arêtes, on va pouvoir les mettre uniquement avec des mouvements R, U, L. On n'a pas besoin de faire de D, parce que finalement les D, à quoi ça pourrait nous servir? Ça pourrait nous servir à descendre une arête sur la face du bas ici, et à la pivoter pour qu'elle arrive devant nous, ou derrière. Mais là, ici, on a une ligne. Donc finalement, uniquement avec R, L et U, on va pouvoir affecter toutes les autres pièces. Donc on n'a plus besoin de faire de D. Et c'est ça le gros avantage de la méthode. Plus besoin de faire de D, et plus besoin de faire de rotation de cube. Puisqu'on peut résoudre toutes les arêtes uniquement avec RUL. Donc soit on finit la croix, alors là par exemple pour finir la croix, donc j'ai la rouge là, je pourrais faire U' R2, la orange arriverait devant, je pourrais faire soit R, U2, R', L2, soit D2, R', D2, bon si on veut vraiment se forcer à faire des D. Enfin il y a plein de manières possibles, on pourrait aussi faire U', R', U2, R', L2. Enfin, il y a plein de manières de faire, mais vous voyez que c'est globalement assez simple. Donc soit on fait ça, et ensuite on finit les F de L normalement, sachant qu'ils vont être plus simples qu'en Friedrich. Soit on profite du fait que toutes les arêtes sont bien orientées pour partir du principe qu'avec des mouvements simples, on va réussir à connecter plein de pièces et à faire des blocs. C'est ce qu'on appelle le block building, pour en anglais, si on doit traduire littéralement, la construction de blocs. Donc, petit exemple, on va essayer de faire du block building, donc de construire des blocs tout en résolvant nos deux premières couronnes. Regardez ici. Ici, j'ai une paire de F de L.
si je l'insère, je vais être embêté pour mettre la rouge. Alors, mettez en pause et cherchez par vous-même un moyen de faire ça très rapidement, avec très peu de mouvement. Un moyen de résoudre à la fois cette paire et cette arête. Et ben, le moyen, il est très simple, regardez. R, U', et vous voyez, j'ai juste à faire ça. Et donc c'est un cas de figure que vous pouvez rencontrer après avoir fait les O-line. Et pourquoi c'est aussi simple à résoudre? Parce que cette arête, elle est orientée. Si elle était dans l'autre sens, on galérerait énormément pour faire ça. Il faudrait faire une rotation de cube pour aller insérer l'arête et ensuite ça impacterait toutes les autres pièces autour, etc. Donc là, juste on forme la paire et on va l'insérer. Très simple, très rapide. C'est du block building, on a créé un bloc. On n'a pas fait une croix puis des F2L, on a créé un bloc. Et c'est justement toute l'idée de la méthode ZZ. Souvenez-vous-en et gardez cette phrase en tête. Écrivez-la, surlignez-la, peu importe, mais gardez ça en tête. Quand on a toutes les arêtes qui sont orientées, toute la résolution est beaucoup plus simple. On termine les deux premières couronnes uniquement avec des mouvements R, U, L, sans aucune rotation de cube, puisque souvenez-vous, une arête orientée peut se résoudre uniquement avec des mouvements R, U, L et D. Sauf que là, on n'a pas besoin de faire de D, puisqu'on a fait une ligne. Alors, petite remarque rapide, on ne se soucie jamais de l'orientation des coins, puisqu'un coin peut être résolu avec des mouvements R, U, L, D, peu importe son emplacement sur le cube, et peu importe son orientation. Je vais vous prouver ça rapidement. Je viens de mélanger un cube. Alors, voilà, il y a plein de coins qui sont résolus. On va continuer de le mélanger. Ce coin-là, jaune, bleu, orange. Il doit aller ici. Est-ce qu'on peut le résoudre uniquement avec des mouvements R, U, L, D? R, prime, D', il est résolu. Ce coin-là, blanc, rouge, bleu, il doit aller là. U2, il est résolu. Jaune, vert, rouge, il doit aller ici. Bon là, on va faire quelque chose comme U', R', D, il est résolu. Peu importe le coin, on peut le résoudre. Donc finalement, on ne se soucie jamais de l'orientation des coins quand on fait du ZZ, uniquement des arêtes, parce que c'est les arêtes qui vont être problématiques. Donc, si on devait résumer, pour les F2L, on fait uniquement des mouvements RUL, et en plus, ces mouvements vont très souvent nous permettre de faire des blocs ou des paires de F2L qu'on va pouvoir résoudre très simplement. Du coup, l'idée de ZZ, c'est d'avoir une première étape plus longue qu'en Friedrich, puisque l'E-line, c'est plus long à faire qu'une croix, mais pour avoir une suite beaucoup plus rapide qu'en Friedrich. Alors, est-ce qu'on a le temps est-ce que le temps perdu pendant les O-line compense le temps qu'on gagne par la suite? Bah, c'est justement la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo, pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la méthode ZZ. Alors, avant de se poser ce genre de questions, on va réfléchir à quoi ressemble la fin de la résolution, une fois qu'on a fini les F2L. Alors, comme en introduction, je vous ai dit qu'il fallait avoir une certaine expérience dans le cube pour regarder la vidéo, je pense que vous avez une petite idée de ce qui va se passer pour la dernière couronne. Comme toutes les arêtes sont orientées, on aura toujours une croix. Et qui dit une croix, dit ZBLL. Alors, je ne vais pas m'impatienter sur les mots, les termes, enfin les abréviations, parce que je considère que c'est acquis, puisque je vous ai dit, regardez la vidéo quand vous êtes sub 20 ou sub 15. Donc, je pense que tout ça, vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas, allez regarder des vidéos sur les ZBLL, sur les COLL, peu importe. Voilà. Donc, qui dit croix, dit ZBLL. Ça, ok. Donc, dans le meilleur des scénarios, on connaît toutes les ZBLL, et donc, quand on fait du ZZ, on termine le cube à chaque fois en une seule formule une fois qu'on arrive à la dernière couronne. Mais bon, maintenant on va arrêter de vivre dans le meilleur des mondes où tout le monde connaît toutes les ZBLL, puisque c'est extrêmement dur. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas toutes les ZBLL? Bah, le plus important, c'est évidemment de connaître les COLL. Et en connaissant les COLL, bah, tout simplement, en ZZ, on aura toujours soit PLL skip, qui arrivera beaucoup plus souvent qu'en Friedrich, soit PLL U, qui est très rapide, soit une PLL Z ou une PLL H. Alors, après on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de connaître les COLL quand on a Sun ou anti-Sun? Personnellement, je n'utilise pas de COLL pour Sun et anti-Sun, parce que voilà, c'est tellement rapide. Bon là j'ai un Sun devant moi. C'est tellement rapide, en fait, c'est quasiment instantané de faire un Sun ou un anti-Sun dans une résolution. Ce qui est incroyable avec cette méthode, bah, c'est que des OLL cross, il n'y en a que 7.
Donc la probabilité d'avoir un sun ou un anti-sun, elle est immense par rapport à Friedrich. Donc, dernière chose qu'on peut dire sur sun et anti-sun, avant de passer à la suite de la vidéo. Là où ça pourrait valoir le coup d'apprendre des autres algos pour les cas sun et anti-sun, c'est pour éviter les PLL diagonales. Donc les PLL où des coins doivent être échangés sur une diagonale du cube, à savoir la PLL V, la PLL E, les deux PLL N et la PLL Y. Globalement, on n'a jamais envie d'avoir ces PLL, on a envie de les éviter, parce qu'elles sont juste horribles. Alors attention, je vous vois venir, vous allez me dire qu'il y a quand même des moyens de les passer bien, correctement, que les Y c'est pas si mal, etc. Mais honnêtement, ce serait de la mauvaise foi de dire qu'on n'a pas envie d'éviter ces 5 PLL, pardon. Donc à la place de ces PLL, on peut très bien tomber sur une J ou une T, donc voilà, il n'y a pas photo. Donc en résumé, pour sun et anti-sun, vous pouvez apprendre toutes les ZBLL, c'est le meilleur moyen. Mais si vous ne connaissez pas toutes les ZBLL, vous pouvez faire tout simplement OLL plus PLL, classique. Et ce sera quand même très rapide, puisque l'OLL est quasi instantané. Vous pouvez aussi apprendre juste une COLL différente, dans le cas où faire sun, ça donnerait une PLL diagonale. Et vous pouvez aussi faire... donc le cas où le sun donnerait une PLL diagonale, c'est celui-là. Qui se reconnaît, bon voilà, là vous avez les deux mêmes couleurs, qui sont adjacentes à cette couleur-là et qui sont opposées à cette couleur-là. Vous voyez que si je fais un sun normal, ça donne une V, donc une diagonale. Ça pourrait donner une N, etc. Donc quand vous avez ça, vous pouvez faire une autre... vous pouvez faire la COLL, qui correspond à ce cas-là. Comme ça, bah voilà, vous avez... vous passez d'une PLL horrible à une PLL très bien. Mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une anti-diag. Une anti-diag, c'est faire une autre formule qui passe très bien. Donc en fait, parmi toutes les autres COLL, vous prenez la formule qui passe le mieux. Donc ici, bah, c'est clairement le Niklas. Et comme ça, vous faites cette formule-là. Vous n'aurez pas une PLL comme une U, une Z ou une H, mais vous n'aurez pas non plus une diagonale. Donc vous voyez que si je fais un Niklas, je me retrouve avec, voilà, là j'ai une G. G, ça passe quand même mieux, globalement, qu'une PLL diagonale. Et j'aurais très bien pu avoir une J, une T, une F, une R, enfin voilà, bref. Du coup voilà, pour le moment on a vu qu'il y a plein de manières d'aborder les choses. Si vous voulez utiliser cette méthode, c'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Si vous voulez apprendre toutes les ZBLL, sinon vous allez forcément utiliser des COLL, mais est-ce que vous utilisez les COLL pour tout, y compris sun et anti-sun? Est-ce que vous voulez plutôt privilégier des anti-diag, etc. C'est à vous de voir. Alors, maintenant, pour que la vidéo soit la plus complète possible, on peut parler d'une autre possibilité concernant la dernière couronne, qui rend également la méthode incroyable. C'est que dans cette méthode, bah, y a beaucoup de situations où on va pouvoir forcer l'OLL skip. Alors après, c'est à vous de voir. Si vous connaissez toutes les ZBLL, ça vaut peut-être le coup de ne pas forcer l'OLL skip et de faire une ZBLL. Ça vaut peut-être le coup de ne pas perdre de temps à la fin des F2L pour forcer l'OLL skip, et donc faire une ZBLL, plutôt que perdre du temps à la fin des F2L pour forcer l'OLL skip et avoir une petite chance de se taper une PLL N ou une PLL V par exemple. Donc ça se discute, mais on va pas se le cacher, dans certains cas c'est vraiment trop tentant de forcer l'OLL skip, et il y a quand même de bonnes chances d'avoir une PLL qu'on aime bien, parce que voilà, parmi toutes les PLL, il y en a quand même beaucoup qu'on aime bien globalement. Alors pourquoi je dis que dans beaucoup de situations on va pouvoir forcer le LL skip? Bah c'est tout simplement parce que toutes les arêtes sont orientées. Et donc potentiellement on va souvent avoir un cas de Winter variation, qu'on connaît par exemple, qui est donc par exemple je peux vous montrer un cas de Winter variation, par exemple celui-ci. Donc toutes ces arêtes orientées, la dernière paire qu'on va insérer, c'est ça la Winter variation. Et du jaune là et du jaune là, vous voyez que juste vous faites ça, et ensuite vous avez ça. Donc on va souvent avoir des cas de Winter variation qu'on connaît, mais on peut aussi avoir d'autres trucs qui sont assez sympas, comme par exemple des BLS pour Brooks Last Slot. Donc quand on a le coin qui est résolu, toutes les arêtes orientées, et donc en fait on a un espèce de belge, mais l'intérêt des BLS c'est justement de profiter de la position des jaunes pour skipper l'OLL. Par exemple ici, je ne sais pas comment vous résolveriez ça, vous, si vous tombiez là-dessus, mais quand on a un sun avec les jaunes, juste on sort le coin comme ça, et on va résoudre la paire de F2L, et ça skip le LL.
Donc on peut tomber sur des BLS, du coup, souvent, puisque toutes les arêtes sont orientées. On peut aussi tomber sur des CLS, par exemple celui-ci. Alors si vous tombez sur quelque chose comme ça, juste si vous le sortez, vous le résolvez, etc., bah voilà, c'est très long à faire. Et en plus de ça, bah après vous allez avoir de nouveau un OLL. Mais par contre, si vous avez par exemple cette disposition des jaunes, et ben en sortant la paire comme ça va skip l'OLL. Et ici, donc ça c'est un truc assez facile. Alors je sais qu'on pourrait résoudre ça avec 3 sledgehammers, je le sais très bien, mais bon, là je vais vous montrer uniquement avec du RU. Donc quand on a quelque chose comme ça, donc c'est facile à reconnaître, R2U, R2U, R2, U2, R2, et ça skip l'OLL. Donc il y a beaucoup de cas où on va pouvoir forcer un OLL skip. Donc pour les BLS, les CLS, les Winter variations, il y a énormément de sites internet qui présentent tout ça. Donc là l'idée c'est pas de faire un catalogue, c'est de vous présenter le potentiel de la méthode. Mais bon, comme j'ai dit, c'est à vous de voir quelle manière de forcer l'OLL skip vaut le coup par rapport à juste faire une ZBLL par exemple, ou avoir une bonne chance d'avoir un sun ou un anti-sun. Parce que bon, forcer l'OLL skip c'est bien, mais si ça nous fait perdre trop de temps, ça se discute. Et en plus, si ça nous donne une PLL diagonale derrière, ça se discute d'autant plus. Donc, on a fait le tour de la présentation de la méthode. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'utiliser? Là, on va discuter. Pendant quelques minutes, on va juste discuter. Au Rubik's Cube classique, donc au 3x3, je dirais clairement non. Ça ne vaut pas le coup. Je pense personnellement que Friedrich a des arguments qui sont très solides et qui sont plus nombreux que les arguments de la méthode ZZ. Il n'y a qu'à voir les résultats officiels du cubeur qui maîtrise le mieux la méthode ZZ au monde, Simon Kallhofer, l'allemand. Il a seulement 8.60 AVG5 officiel au 3x3. C'est évidemment solide, mais rien à voir avec le top niveau mondial. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même plein de raisons pour lesquelles je vous recommande de vous entraîner à utiliser cette méthode. Déjà, on va commencer, on va continuer de parler du 3x3. Le 3x3 classique, hein, l'épreuve principale, l'épreuve phare des compétitions de speedcubing. Donc on a vu que il ne faut pas utiliser ZZ au 3x3 de manière générale, mais si vous êtes habitué à utiliser la méthode et que vous l'avez bien en main, alors si un jour il y a un excellent mélange en ZZ qui n'est pas forcément bon en Friedrich, et ben vous le verrez. Par exemple, un mélange où toutes les arêtes sont orientées, ça arrive, hein, c'est pas fréquent mais ça arrive, et ben ce serait quand même dommage de passer à côté, et de faire du Friedrich et de désorienter des arêtes en faisant autre chose. Mais ça, pour le voir en 15 secondes d'inspection, il faut être habitué à utiliser la méthode ZZ, où il faut être habitué à regarder l'orientation des arêtes, tout simplement. Donc c'est une première raison pour laquelle je vous conseille cette méthode. Je vous conseille de prendre en main cette méthode. La deuxième raison, c'est la plus importante selon moi, puisque c'est celle qui m'a poussé à prendre en main la méthode, il y a quelques mois, c'est pour le OH, le Rubik's Cube à une main. En OH, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est des séquences en RU. C'est des séquences qui vont être juste avec des mouvements RU. Puisque ça va très très vite à une main. On veut éviter le plus possible les rotations de cube, et on veut vraiment, encore plus qu'au 3x3, avoir des PLL qui se résolvent uniquement en RU, à savoir les U, les Z et les H. Donc cette méthode, elle est clairement incroyable pour le OH. Après les O-line, on n'a que du RU ou du LU, mais bon, quand on a du LU, il suffit de faire un petit Z comme ça, et le LU devient RU. Et ensuite, on a soit anti-sun, soit sun, soit COLL plus EPLL, soit ZBLL. Mais dans tous les cas, c'est génial. Donc c'est une méthode qui convient parfaitement pour le OH. Et c'est une des raisons qui, justement, m'ont poussé à changer définitivement de méthode en OH, après mon gros fail aux mondiaux 2019 en Friedrich. Et je suis actuellement, à l'heure où je poste cette vidéo, en train de tenter de m'améliorer en ZZ pour retrouver le niveau que j'avais en Friedrich. Donc je vous parlais de Simon Kallhofer, le meilleur utilisateur de ZZ au monde, et bah comme par hasard, il est 22e mondial en OH, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc il est très très loin du top niveau mondial au 3x3 classique à deux mains, mais par contre en OH, il est extrêmement solide. Petit 11 AVG actuellement officiel, c'est monstrueux. Et honnêtement, si tous les meilleurs cubeurs au monde se mettaient à ZZ aujourd'hui, je suis persuadé que d'ici quelques années, on aurait des très grosses surprises. Et ça mettrait tout le monde d'accord sur le potentiel de la méthode.
Maintenant, si vous voulez vraiment rester en Friedrich pour le OH, ce qui se justifie totalement, vu que les meilleurs mondiaux actuellement sont tous en Friedrich, vous pouvez aussi faire comme ce que j'ai dit pour le 3x3. Faire du Friedrich, mais quand le mélange est extrêmement bon pour le ZZ, faire du ZZ. Mais pour ça, il faut une expérience énorme dans le speedcubing, il faut une maîtrise parfaite du cube, de l'orientation des arêtes, etc. En France, on a notamment un cubeur qui correspond bien à tous ces critères, c'est Nicolas Gertner. Et je sais que lui, bah voilà, ça lui arrive de temps en temps de faire des résolutions en ZZ quand le mélange est très bon pour faire du ZZ. Donc voilà. Alors dernier point que je trouve très important, et donc une autre raison pour laquelle je vous conseille de vous entraîner en ZZ, de prendre en main la méthode, c'est pour votre culture générale dans le milieu du speedcubing, tout simplement. Plus on s'ouvre à des méthodes, à des manières d'appréhender le cube, plus on progresse. Et le fait de faire du ZZ, ça va peut-être vous apprendre des choses, ou vous faire comprendre des choses que vous pourrez utiliser dans plein d'autres disciplines. Et je pense notamment au FM, où l'orientation des arêtes, c'est un point essentiel à maîtriser, puisque beaucoup de grands champions en FM tentent souvent d'orienter les arêtes pendant leur résolution de FM. Donc, maintenant qu'on a vu quand utiliser ZZ, je vais quand même rapidement vous expliquer quand ne pas utiliser ZZ. Parce que ça me semble quand même important. Par exemple, dans les gros cubes, au 4x4, si vous utilisez par exemple la méthode de Yo, c'est pas la seule, hein, évidemment, il y a Oya, etc. Mais si vous utilisez la méthode Yo, par exemple, vous aurez déjà une croix au moment de résoudre l'étape du 3x3. Donc, clairement, ZZ, on oublie. Au 5x5, 6x6 et 7x7, si vous faites la méthode classique, vous faites vos centres et ensuite vous faites vos arêtes, ça vaut clairement pas le coup, parce que quand vous arrivez à l'étape du 3x3, vous devez commencer directement le 3x3. Surtout pas perdre de temps à faire une pause pour regarder le cube pour tenter des choses comme orienter les arêtes. Surtout pas, ça vaut clairement pas le coup. Alors, maintenant qu'on a beaucoup discuté sans trop passer à la pratique, parce que globalement on a parlé de plein de choses que vous connaissiez déjà, en essayant de tout faire rentrer dans le contexte de l'utilisation de la méthode ZZ, maintenant on va passer à la pratique. Donc je vais tenter de vous apprendre à faire des EOLine dans un premier temps, et on fera quelques exemples de résolution en ZZ dans un second temps. Ces exemples de résolution, je les ferai en OH, donc à une main, puisque voilà, c'est la discipline dans laquelle j'utilise la méthode. Alors, passons à l'EOLine. Comment faire une bonne EOLine? La première chose qu'on va se demander, c'est comment orienter les arêtes, qui ne sont pas orientées, évidemment. Je vous ai dit qu'une arête orientée peut être résolue uniquement avec des mouvements RULD, donc logiquement, ces mouvements-là ne désorientent pas les arêtes, ou ne modifient pas l'orientation des arêtes. Du coup, logiquement, les seuls mouvements qui désorientent les arêtes, enfin qui désorientent les arêtes qui sont orientées, et donc évidemment qui peuvent orienter les arêtes qui ne sont pas orientées, c'est les mouvements des tranches F et B. Mais en fait, ce sera que 4 mouvements. Il n'y aura que F, F', B et B'. Il n'y a que 4 mouvements qui changent l'orientation des arêtes. F2 ne désoriente pas les arêtes, et B2 non plus. Parce que voilà, c'est logique. Quand on fait F, on a changé l'orientation des arêtes, donc celles qui étaient orientées sont désorientées, et inversement. Et donc quand on fait une deuxième fois F, ce qui correspond à faire F2, on revient à l'état initial. Donc, il y a uniquement 4 mouvements qui vont nous permettre d'orienter nos arêtes, ou 4 mouvements qu'on va pouvoir utiliser pour orienter nos arêtes, c'est F, F', B et B'. Donc retenez. Retenez bien ça, parce que c'est juste le plus important. Prenons par exemple le mouvement F. Évidemment, ça marche de la même manière avec les 3 autres, mais prenons F. Quand on fait F, l'orientation des 4 arêtes qui sont sur la tranche F va changer. Celles qui sont orientées vont se désorienter, et celles qui sont orientées vont se désorienter. J'ai peur d'avoir dit deux fois la même chose, mais je pense que vous avez compris. Ici, orienté, 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 désorienté. Je fais F. Celle qui était là, qui était désorientée, elle est passée ici, elle est orientée. Et les 3 autres se sont désorientées. Donc, c'est juste, voilà, c'est le principe de base, c'est ça. Quand on fait F, on va affecter l'orientation des arêtes qui se trouvent sur la face devant nous. Donc vous avez les bases pour comprendre comment on va orienter toutes les arêtes. Du coup maintenant, on va avoir plusieurs cas de figure directement en pratique, et je pense que vous finirez par bien assimiler tout ça. Alors pour vous montrer comment orienter les arêtes, puisque pour le moment on va juste s'intéresser à comment orienter les arêtes. On va pas s'intéresser à comment faire l'EOLine, comment faire la ligne.
ça viendra par la suite, parce qu'il faut déjà bien maîtriser l'orientation des arêtes avant de penser à réfléchir à comment faire la ligne. Donc j'ai fait un cube comme ça. Donc j'ai juste laissé les centres. Toutes les pièces qui sont en gris, on ne va pas s'en occuper. Donc les coins, on s'en fout. Et les arêtes qui sont en gris, en fait, c'est tout simplement les arêtes qui sont bien orientées. On considère qu'elles sont bien orientées. Donc, première chose à faire quand vous avez un cube qui est mélangé, c'est tout de suite voir le nombre d'arêtes qui doivent être orientées. Donc le nombre d'arêtes qui sont désorientées. Et ça va influencer toute votre manière de faire la première étape de la méthode ZZ, à savoir orienter les arêtes et faire une ligne. Ici, j'en ai 4, des arêtes qui sont désorientées. Et elles sont toutes les 4 sur la face du 2 devant. Donc, coup de chance, parce que là, vous voyez que juste F et toutes les arêtes sont orientées. Donc, ça, c'est vraiment le genre de cas extrêmement chanceux, où toutes les arêtes sont orientées. Et donc, ici, j'en profite pour vous dire quelque chose. Imaginez que ici, ce soit l'arête blanc-orange. Si je fais F', ça marche aussi, elles sont toutes orientées. Sauf que la blanc-orange va arriver là. Donc là, dans ce cas-là, je privilégierais plutôt F pour résoudre la blanc-orange. Et du coup, j'aurais juste à aller mettre l'arête qui va là. Et j'aurais fini la première étape. Donc voilà, l'idée principale, ça va être que on va orienter nos arêtes avec des mouvements F. Et on va plutôt privilégier soit F, soit F', en fonction de où sont nos pièces qui vont nous permettre de faire la ligne. Et du coup, quand on a 4 arêtes à orienter, qui sont désorientées, donc là par exemple j'en ai 4, c'est toujours facile en gros. Retenez, c'est toujours facile, vous allez globalement tout le temps les amener sur la même face, donc la face ici devant nous, et pouvoir faire un F ou un F'. Ici par exemple, je dois amener les 4 sur ma face de devant, mais sans utiliser de F et de F', juste avec des mouvements qui ne vont pas changer l'orientation des arêtes pour le moment. Donc ici, par exemple, je ferai R, U, L', U', pardon, je dis n'importe quoi, L', U', R2. Là, toutes mes arêtes sont sur la face de devant, les 4 sont désorientées, juste je fais un F' ou un F, et elles sont toutes orientées. Donc globalement, quand vous en avez 4 qui sont désorientées, c'est très simple. Et si vous en avez, par exemple, n'importe quoi, mais 6 qui sont désorientés quand vous prenez orange ou rouge devant vous, essayez de regarder quand vous prenez vert devant vous. Parce que peut-être que vous en aurez que 4 en vert. Et c'est tout l'intérêt de la méthode. Vous avez 2 orientations possibles. Soit vous prenez orange ou rouge devant vous, soit vous prenez vert ou bleu devant vous. Et le nombre d'arêtes à orienter ne sera pas forcément le même. Alors maintenant, une autre approche qu'on peut avoir, ici sur mon cube, j'ai que 2 arêtes qui ne sont pas orientées. Donc ça, vous devez vraiment le définir tout de suite. Vous regardez votre cube et vous devez tout de suite savoir combien d'arêtes sont désorientées. Donc ici, j'en ai 2. Comment les orienter d'une manière extrêmement simple? Donc regardez, si je fais un F, un F, les 3 arêtes là, on a dit qu'elles étaient orientées. Elles sont en gris, donc elles sont orientées. Mais du coup, si je fais F, ça les désoriente. Mais en contrepartie, celle-ci, elle va s'orienter. Puisque là, elle est désorientée. Donc si je fais F, j'en ai 3 qui sont désorientées ici. Et celle-ci, elle est orientée. Donc regardez, comme elle est orientée, je vais la remplacer par une qui est désorientée. Et je peux faire de nouveau F ou F'. Et j'ai bien tout orienté. Du coup, l'idée, c'est que pour résoudre ce genre de choses, on peut faire F, U', F'. Sauf que F, U', F', on n'aime pas trop le faire, ou en tout cas, à une main, on n'aime pas trop le faire, et du coup, on va se mettre ici. Et on va faire R, U', R'. Et tout est orienté. Sauf que, attention, pour continuer la résolution, il faut absolument se remettre sur la face orange pour pouvoir faire nos R, U, L sans désorienter toutes les arêtes. Donc, chose très intéressante, quand vous en avez que 2, généralement, si elles sont bien mises l'une par rapport à l'autre, 3 mouvements suffisent, mais il faut prendre un centre qui n'est pas votre centre de référence devant vous. Donc, je dis n'importe quoi, mais voilà, si l'arête est là, vous pouvez très bien faire la même chose. Regardez ici, tac, 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 et tout est orienté. Si l'arête est ici,
bah vous pouvez très bien faire la même chose, regardez. Là, je le prends mon cube un petit peu bizarrement, mais c'est pour que vous compreniez bien. J'ai fait exactement la même chose, mais par le bas. Ou alors, vous voyez, je prends la face verte devant moi, et je remplace une arête par l'autre. L'idée, c'est que quand on fait ça, cette arête-là, on la met ici. On remplace une arête par l'autre. Et en faisant ça, ça oriente toutes les arêtes. Donc quand on en a que deux, c'est globalement assez simple. Autre exemple, quand vous en avez que deux, ici, en fait, on va faire exactement la même chose. On en a une qui est désorientée ici sur notre face F, et une qui est désorientée ici. On peut très bien faire un F, comme ça celle-là elle est orientée, mais les trois autres sont désorientées. R, on remplace celle qui est orientée par celle qui est désorientée, et comme ça, sur notre face de devant, tout est désorienté. Et donc là, on peut faire F ou F', peu importe. Donc, l'idée, ce que vous retenez quand vous êtes dans ce vent de position, c'est F, R, F'. Par exemple, ça fonctionne. Et toujours, quand vous avez le choix entre faire F et faire F', l'idée c'est que vous allez décider lequel vous allez utiliser en fonction de où sont les arêtes qui vont vous permettre de faire la ligne. C'est vraiment l'idée principale que vous devez retenir quand vous débutez en ZZ. Donc voilà. Alors maintenant, les deux arêtes qui sont désorientées peuvent être ici et ici, par exemple. Donc là, bah, vous faites un U et vous vous retrouvez dans le même cas que ce que je viens de vous montrer. Donc voilà. Donc quand on en a 4 et quand on en a 2, c'est globalement facile. Maintenant, comment faire quand on en a plus que ça? Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Alors ici sur mon cube, j'ai 6 arêtes qui sont désorientées. Et ici, j'ai un gros coup de chance. Parmi les 6, il y en a 4 qui sont sur la face de devant. Donc en fait, tout simplement, je peux faire un F' par exemple, et j'ai orienté les 4 qui sont devant. Et donc maintenant, j'ai juste celle-ci et celle-ci à orienter. Et regardez, si je fais juste un U', je me retrouve exactement dans la même position que tout à l'heure. Je peux faire F, R, et F ou F', peu importe. Et ici, j'ai orienté toutes mes arêtes. Donc la première idée, quand vous avez 6 arêtes à orienter, c'est d'essayer de combiner les deux choses qu'on vient d'apprendre. Ce qu'on vient d'apprendre quand on en a 4, et ce qu'on vient d'apprendre quand on en a 2. Par exemple, ici, ça marche totalement, regardez. J'en ai 4 sur la face là. Je peux faire un F ou un F', et j'en ai 2 ici. Et ici, les deux là, regardez, on peut tout simplement remplacer une par l'autre, on a inséré celle-ci à la place, et comme on prend la face bleue devant nous, c'est pas notre face de référence, donc ça va les orienter. Puisqu'en fait ça correspond à faire F, U', F', si on prend bien une de nos faces de référence devant nous. Et donc juste en faisant ça, en combinant les deux techniques qu'on a apprises, on oriente toutes nos arêtes. Maintenant, quand on en a 6 à orienter, et c'est très important de connaître ce que je vais vous montrer là, parce qu'en fait 6, c'est globalement ce que vous aurez le plus. Il y a énormément de cas de figure où on en a 6 à orienter. Quand vous en avez 6 à orienter, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est vraiment intéressant, c'est que regardez, j'en ai 3 sur la face de devant. Parfait. F', les 3 sont orientés. Sauf que du coup, comme j'ai fait F', il y avait une arête qui était déjà bien orientée, qui a été affectée. Et donc maintenant, celle-ci, elle est désorientée. Et ben ça tombe bien. Maintenant, j'en ai plus que 4. Regardez, en faisant F', j'en ai résolu 3 sur les 6. Donc il y en a 3 autres qui ne sont pas touchés, donc qui sont toujours désorientés. Sauf que quand j'en résous 3, j'en désoriente une aussi. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec 4 arêtes à orienter. Une qui est là, une qui est là, une qui est là, et une qui est là. Donc, U', D', R2, F. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à maîtriser. Quand vous en avez 6, vous pouvez faire soit les deux techniques que je vous ai montrées juste avant, soit vous faites 3, puis 3. En faisant justement ce que je viens de vous montrer. Et là encore, on a un choix à faire.
Et dès qu'on a un choix à faire, on va directement se poser les questions, comment je vais faire, quelle technique je vais utiliser en fonction de où sont mes pièces qui vont me permettre de faire ma ligne. S'il y a une technique qui permet directement de faire une ligne facilement, je vais utiliser cette technique-là. Et encore une fois, à chaque fois qu'on a le choix entre faire F ou F', on va faire attention aux deux arêtes qui nous permettent de faire la ligne. Donc ici l'arête blanc-orange et l'arête blanc-rouge. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on en a beaucoup plus que ça, des arêtes à orienter? Là par exemple, sur mon cube, j'en ai 8. Alors, si vous en avez 8, le premier truc que vous pouvez faire, c'est tout simplement regarder combien il y en a si vous prenez l'autre face devant nous. Par exemple, vous prenez la face verte devant vous, et peut-être que vous en aurez plus 8 à orienter, et vous en aurez plus que 2 ou 4. Et donc ce sera très simple. C'est vraiment, il faut forcément regarder les deux orientations. Vous regardez en prenant soit vert, soit bleu devant vous, et vous regardez en prenant soit orange, soit rouge devant vous. Et vous faites le meilleur des deux. Donc ici, vous voyez que quand on en a 8, elles peuvent être n'importe où. Là, j'en ai bien 4 sur une face, donc c'est facile. Donc moi, généralement, ce que je fais quand j'en ai 4 sur une face, c'est que je la mets derrière moi. Parce que je sais que j'ai juste à faire un B. Et ensuite, je m'en occupe plus. Donc en fait, je la mets derrière moi, comme ça, j'ai une bonne vision de tout le reste. Et je commencerai par faire un B. Donc ici, par exemple, vous voyez, je peux faire un B. Et ensuite, j'en aurai une là et une là. Donc B. Et ensuite, les 4 qui sont devant moi, je les mets sur la face de devant. Avec des mouvements autorisés, que des mouvements des faces R, U, L, D, F', et j'ai terminé l'orientation des arêtes. Et je peux passer donc à faire ma ligne. Attention, là, la ligne n'est pas faite. La ligne, elle doit être comme ça. Je peux passer à faire la ligne et puis la suite de la résolution. Donc voilà. Donc quand vous en avez 8, généralement c'est chiant, parce que ça demande pas mal de mouvements, mais là, vous voyez que c'était plutôt facile. Et si ça se trouve, vous aurez des gros coups de chance, vous en aurez 8, vous allez vous dire, c'est nul, mais finalement, il y en aura 4 sur la face de devant, 4 sur la face de derrière, juste F, B', et toutes les arêtes sont orientées. Donc, c'est pas parce qu'il y en a 8 que c'est forcément dur. Par contre, s'il y en a 10, là, ça va commencer à être vraiment, vraiment chiant, parce que vous pouvez en faire 2, puis 4, puis 4, ou 2, puis 3, puis 3, puis 2, enfin voilà, il y a plein de manières de faire. Il faut voir aussi en fonction de où sont les arêtes qui permettent de faire la ligne, etc. Mais c'est globalement assez chiant. Donc s'il y en a 10, globalement, tournez le cube et prenez une nouvelle face de référence. Et c'est très rare qu'il y en ait 10 sur les deux faces. Ça peut arriver. Ça peut même arriver qu'il y ait les 12 qui soient désorientés sur les deux faces. C'est pas impossible, mais c'est bon. Moi, j'ai jamais eu ça encore de toute ma vie. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai donné à peu près les bases pour comprendre comment on oriente les arêtes. Maintenant, l'idée, ça va être de voir en pratique. On va faire quelques exemples de résolution. On va en faire 3. Et on va en faire 3 avec des mélanges qui sont relativement simples. Ce ne sera pas des mélanges où l'orientation des arêtes est super dure. Mais je ferai énormément de vidéos sur des exemples de résolution sur ma chaîne. Si vous voulez voir des résolutions un peu plus complexes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire les exemples de résolution à une main, puisque c'est à une main que j'utilise cette méthode. Donc, premier mélange. Ici, on voit beaucoup de jaune et de blanc en haut, donc c'est bon signe. Et on voit quand même beaucoup de jaune et blanc en bas, donc c'est aussi bon signe. Donc, je prends la face verte devant moi, parce que j'ai prévu que ça allait mieux se passer comme ça. Et donc, regardez. Une arête désorientée ici. Une arête désorientée ici. Une là et une là. Donc, comment faire ça? Je vais mettre R', U', une là, et ensuite, j'en ai deux qui sont ici et ici. D2, R, et elles sont toutes les 4 sur la face de devant. Je fais un F, et ensuite il faut que je termine la ligne. J'ai vu que la bleue était là, donc D, R2, D', et j'ai terminé ma ligne. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vois pas trop de blocs à faire, mais je vois ça. Je vois que si je remonte, j'ai une paire ici qui se crée. Donc ce que je vais faire, parce qu'en fait, en remontant, j'ai mis la rouge. Donc je vais coincer la paire. Et l'arête là, je vais aller l'insérer en même temps que je mets ma paire. Et ici, regardez, avant de redescendre, je vais coincer l'arête ici, puisque je vois que j'ai un K qui se résout en 3 mouvements. Donc là, on tombe vraiment dans ce que je vous ai expliqué. Quand on fait du ZZ, avec les arêtes orientées, tout est simple.
Donc je vais aller insérer ça. Ici, je résous cette paire de F de L, très facile. Et ici, j'ai un cas, donc là, je vais tout simplement résoudre le cas de F de L, qui est très simple. Je pourrais faire une CLS, si je la connaissais. Et voilà. Et donc ici, petit résumé de ce qui vient de se passer. J'ai jamais décollé mon pouce. Donc je suis toujours resté sur cette face, et j'ai fait que du RU, donc très très rapide. Et ici, regardez, anti-sun, plus PLLA. Donc c'est globalement une bonne PLL. Donc voilà, là on voit bien le potentiel de la méthode sur cette résolution. Alors deuxième exemple, je mettrai les mélanges dans la description. Donc je prends la face orange devant moi, et je vois 3 arêtes désorientées devant moi. Donc je me dis c'est quand même pas mal, on va pouvoir s'en servir pour faire un F ou un F', et pouvoir orienter tout ça. J'en ai une qui est désorientée ici, et j'en ai 2 qui sont désorientées ici. Donc j'en ai 6 en tout qui sont désorientées. Regardez, celle-là, je peux l'insérer à la place. Vous voyez, si je fais une petite rotation de cube, on voit que celle-là, je peux l'insérer à la place en faisant comme ça. Et comme je l'insère à la place de celle-là et que j'ai pas ma phase de référence devant moi, ça va orienter les deux. C'est quelque chose que vous pouvez mémoriser. Donc, je vais prendre le cube comme ça et regardez ce qui se passe. Je vais faire un D. Et comme j'ai fait un D, l'arête qui était là, elle est passée ici. Et du coup, maintenant, sur ma face orange, j'ai 4 arêtes désorientées. Donc, je peux faire F ou F'. Est-ce que j'ai envie de faire F ou F'? La question ne se pose pas parce que, regardez, l'arête qui est là, elle est blanc-bleu. Donc, j'ai plutôt envie de la connecter. Même si c'est pas une des 2 arêtes qui me permettra de faire ma ligne, j'ai plutôt envie de la connecter à son centre. Donc, je reprends ma phase de référence. Et ici, regardez, l'arête blanc-orange qui est là, l'arête blanc-rouge qui est là. Je mets la blanc-rouge, je mets la blanc-orange. Je fais un D et j'ai bien ma ligne. Et ici, comme je suis à 2 doigts de finir ma croix, je vais terminer ma croix. Et ensuite, je vais avoir donc des F de L comme en Friedrich, sauf qu'ils vont être très simples. Regardez, je vais commencer par celui-là. Très simple. Je vais continuer par celui-là. Très simple. Et je vais continuer par celui-là. Très simple. Et le dernier. Et regardez exactement ce que je vous ai dit. Le potentiel de la méthode est dingue. On va avoir souvent des cas comme ça où on va pouvoir forcer l'OLL skip facilement et PLLU derrière. Donc voilà, le potentiel de la méthode n'est plus à discuter. On va s'arrêter là. Je vais pas en faire 3 comme je l'avais annoncé parce que la vidéo est déjà interminable. Donc on va arrêter la vidéo et je posterai plein d'exemples de résolution les jours qui viennent. Et je reposterai plein de vidéos de ma progression en ZZ puisque voilà, comme je vous l'ai dit, à l'heure où je poste la vidéo, je viens de changer de méthode et j'essaye de retrouver le niveau que j'avais en Friedrich, donc pour le EH, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir parce que j'ai passé pas mal de temps à préparer la vidéo. Donc voilà, salut!